Des millions d'années avant l'apparition des grands dinosaures, des monstres d'un autre type régnèrent sur le monde. Des créatures étranges, portant sur le dos une énorme voile, font partie de nos lointains ancêtres. Bizarres secrets de famille. Au fur et à mesure que les paléontologues découvrent de nouveaux indices, la technologie moderne les aide à les interpréter. Chaque fois, ils peuvent ainsi davantage mettre en lumière notre passé le plus éloigné. Nous vous présentons un membre de notre famille. Regardez et écoutez l'histoire de cette voile étrange. À moins de 150 km au nord-ouest de Fort Worth, s'étendent les lits rouges du Texas. Cette terre désolée dans le comté d'Archer City doit son nom au sol rouge et poussiéreux et à la chaleur d'enfer qui y règne souvent. À midi, le soleil torride de juin chauffe la terre à une température qui atteint 40 degrés. Serpents à sonnette, scorpions et toutes sortes de créatures venimeuses y ont établi leur domicile. Une mauvaise rencontre avec ce myriapode peut coûter la vie. Les créatures dangereuses peuplaient déjà cette vallée des millions d'années avant que les dinosaures ne l'investissent. Tim Rowe, paléontologue, étudie les créatures de cette période depuis 20 ans. Aujourd'hui, Rowe et son équipe bravent tous les dangers à la recherche d'indices qui les mettront sur la piste de l'animal préhistorique le plus féroce ayant habité cette vallée. Dimetrodon, un reptile qui portait une énorme voile sur le dos. À l'époque où Dimetrodon régnait sur les lits rouges du Texas, cette terre était fertile et humide. De nos jours, des restes de Dimetrodon parsèment ce paysage rocheux et nu. Le sol est tellement riche en fossiles ici qu'on en découvre de nouveaux après chaque orage. Si vous ne savez pas exactement ce que vous cherchez, vous pouvez passer à côté sans le voir. Mais Tim Rowe ne laisse pas échapper un os de Dimetrodon enfoui dans la poussière. Ce petit os, qui appartient à la colonne vertébrale de Dimetrodon, va conduire à une découverte plus importante, un squelette qui comprend encore une partie de la voile. C'est un spécimen magnifique, c'est presque un miracle d'arriver ici et de trouver quelque chose d'aussi extraordinaire en aussi peu de temps. Je n'avais encore jamais rien vu de pareil, je m'étais préparé à transpirer ici tout l'été et après quelques heures de fouilles à peine, on tombe sur ce magnifique fossile, je n'arrive pas à y croire. Morceau par morceau, ces découvertes permettent d'écrire une histoire qui nous affecte tous. Plus qu'un simple reptile, pas encore un dinosaure, Dimetrodon, à l'aspect monstrueux, est l'un de nos lointains ancêtres. Oui, l'histoire de Dimetrodon et de ses descendants est aussi notre histoire. C'est l'histoire de notre propre famille et nous sommes en mesure de la faire remonter très loin dans le temps. La plupart des gens pensent que l'histoire humaine débute il y a quelques millions d'années seulement. Ils la font partir du singe, mais en fait, nous pouvons la faire remonter à 300 millions d'années jusqu'à un animal comme Dimetrodon. Doté d'une mâchoire puissante aux dents aiguisées comme des rasoirs, ce prédateur sanguinaire a fini par atteindre 4 mètres de long et la taille d'un hippopotame. Avec l'innovation que constitue cette voile sur le dos, Dimetrodon et ses proches parents représentent une nouvelle espèce animale, plus évoluée, mais n'appartenant pas encore à la famille des mammifères. Ces reptiles mammaliens, comme on les a baptisés, étaient en quelque sorte les prototypes qui ont servi de modèle pour les mammifères et plus tard les primates. Cet ancêtre lointain représente la plus vieille photo dans notre album de famille. Il vivait il y a 280 millions d'années, dans la période du Permien. À cette époque, les animaux devaient lutter férocement pour survivre, ce qui requiert de posséder quelques avantages sur les autres. L'avantage de Dimetrodon était aussi évident que la voile sur son dos.
La voile de dimétrodon est tout à fait intéressante à étudier. Elle est constituée d'une série de longues épines osseuses qui soutiennent une grande voile partant du crâne. Aucun autre animal n'a jamais présenté un tel appendice. C'est la raison pour laquelle sa fonction est sujette à controverse. Il y a deux théories généralement admises. La première, c'est que cette voile faisait fonction de radiateur. Elle leur permettait de réguler la température de leur corps. La deuxième est à caractère sexuel. L'énorme voile de dimétrodon n'aurait-elle d'autre but que d'impressionner une petite amie? Nicolas Hutton ne le croit pas. Ici, à l'Institut Smithsonian de Washington, il étudie les reptiles mammaliens depuis des dizaines d'années. Il est persuadé que la voile servait à maintenir la température de leur corps à un niveau constant. Je pense que cette voile servait à la fois pour emmagasiner et évacuer la chaleur. L'effet radiateur permettait à l'animal de se réchauffer plus vite que ceux qui ne possédaient pas cet équipement. Si c'était un prédateur, il pouvait ainsi partir en quête de son déjeuner avant les autres. S'il était la proie, il mettait plus vite de la distance entre ses poursuivants et lui. Il arrivait aussi certainement qu'il fasse chaud. C'était un problème avec un animal de la taille de dimétrodon. Il lui suffisait alors de se tourner pour que la voile soit parallèle aux rayons du soleil. La température excessive s'évacuait alors dans l'air et son corps se rafraîchissait. D'autres, comme le paléontologue indépendant Robert Baker, ne sont absolument pas d'accord. Ceux qui veulent faire de toutes les protubérances corporelles un mécanisme régulateur de la température devraient se promener plus souvent dans les eaux. Les trucs qui sortent de la tête et du dos servent presque toujours à accomplir un rite sexuel servant à intimider un rival. Si usage de radiateur il y a, ça vient en second. La raison d'exister des andouillés d'un élan, par exemple, c'est d'intimider son rival. Même si les opinions sur l'usage de la voile de dimétrodon diffèrent, les scientifiques tombent d'accord pour dire que dimétrodon et ses cousins germains font le lien entre les reptiles à sang froid et les mammifères à sang chaud. Les reptiles doivent faire confiance au soleil pour activer leur métabolisme. En l'absence des rayons du soleil, ils deviennent lents, voire immobiles et très vulnérables. Mais les mammifères comme nous possèdent une machinerie interne beaucoup plus complexe. Nous sommes capables de générer l'énergie nécessaire à notre corps, quelle que soit l'heure, parce que nous avons le sang chaud. Avoir le sang chaud, c'est comme chauffer votre maison en montant le thermostat au maximum, mais en laissant toutes les fenêtres ouvertes. Une grande partie de la chaleur s'envole par la fenêtre, mais il fait quand même bon dans la maison. L'avantage que cela présente, c'est qu'on est prêt à affronter n'importe quelle situation. S'il se met à faire froid ou à pleuvoir, si la nuit tombe ou si le temps est nuageux, aucun problème, vous avez emmagasiné tellement de chaleur que vous pouvez garder la température de votre corps à un niveau suffisant. Avoir le sang chaud constitue la meilleure façon d'être prêt à relever n'importe quel défi. Dimétrodon utilisait sa voile pour se réchauffer tôt le matin. L'opération demandait sans doute 2 heures aux reptiles de sa taille. Dimétrodon pouvait se mettre en mouvement en moitié moins de temps. C'est-à-dire que pendant que les autres attendaient que leur sang se soit réchauffé, lui était déjà en chasse. Et à l'époque, comme maintenant, le monde appartenait aux gens se levant tôt. Des reptiliens, comme Ophiacodon, faisaient partie de ces victimes. C'était probablement le plus grand animal terrestre de l'époque carbonifère, il y a 300 millions d'années. Il atteignait 5 mètres et rampait sur le sol à l'aide d'embryons de pattes. Son nom de baptême, Ophiacodon, indique qu'il avait des dents de serpent incurvées vers l'arrière. Mais ni ses dents ni sa taille ne suffisaient à le protéger des mâchoires puissantes de Dimétrodon, animal bien plus évolué. Les reptiliens comme Ophiacodon et ses semblables ont donné naissance à 2 lignées de reptiles mammaliens portant une voile sur le dos. Edaphosaure, un herbivore dont l'espèce s'est éteinte. Dimétrodon, issu de l'autre lignée. Leur succès à régulariser la température de leur corps donnait à ces reptiles mammaliens un gros avantage. La lutte pour dominer la planète ne faisait que commencer. Dimétrodon peut être considéré comme le premier spécimen d'une longue lignée. Un seul type de dents garnissait la gueule des reptiles. Mais ce n'est pas le cas de Dimétrodon, dont le nom signifie précisément 2 sortes de dents. C'est ce que nous ont appris les fossiles. Un point de ressemblance intéressant entre Dimétrodon et nous, c'est les dents.
Il possédait des incisives, suivies par des canines prolongées elles-mêmes par des dents différentes qui avaient une autre fonction. Ce trait de ressemblance est plutôt rare dans le royaume animal. En fait, on le trouve dans un autre groupe seulement, les mammifères. Comme Dimétrodon, les mammifères ont une denture qui est composée de canines. La canine est plutôt petite, mais c'est quand même une canine. Et derrière les canines, des séries de dents de taille variée qui ont des fonctions différentes de celles des dents de devant. C'est ce trait qui nous relie à Dimétrodon. Quels que soient vos sentiments, il faut admettre qu'on choisit ses amis, mais pas sa famille. Avec l'apparition de dents spécialisées, Dimétrodon avait franchi un pas de plus en direction des mammifères. Il y a 360 millions d'années, avant Dimétrodon, les premières créatures rampèrent hors de l'océan et envahirent les terres marécageuses et luxuriantes qui le bordaient. Ces créatures primaires, munies de 4 pattes, les premiers amphibiens, se répandirent sur la Terre. Au cours d'une évolution sur 20 millions d'années, ils se diversifièrent, donnant naissance aux premiers reptiles. Mais ces reptiles-là atteignirent rapidement un point de bifurcation sur la rivière de l'évolution. Ils se divisèrent alors en 2 groupes. Et chacun de ces 2 groupes commença à lutter pour acquérir la suprématie. De génération en génération, au cours de millions d'années, chaque lignée améliora et perfectionna son anatomie. La seule différence entre eux était un simple trou dans la tête. Mais ce détail, qui pourrait apparaître banal, avait en fait une importance capitale. La plupart des premiers reptiles fondèrent la lignée des diapsidés, ce qui signifie qu'ils avaient 2 ouvertures à l'arrière du crâne. Au cours de millions d'années, l'évolution des diapsidés donna naissance aux dinosaures, aux lézards, aux crocodiles et à tous les reptiles modernes. Voici un crocodilien, famille des diapsidés. Et voici l'orbite où s'encastrait le globe oculaire. À l'arrière, on peut voir les 2 trous qui servaient de voie de dégagement aux muscles des mâchoires. C'était pour éviter qu'ils écrasent leur cerveau quand l'animal refermait la gueule. En même temps qu'il donnait une puissance accrue à la mâchoire, ce système permit à la lignée de développer un cerveau plus important en faisant du même coup des prédateurs plus intelligents. Mais Dimétrodon et ses cousins choisirent une autre voie. Pour une raison qui n'est pas franchement évidente, ces reptiles mammaliens ne développèrent qu'un seul trou à l'arrière de la boîte crânienne. On appelle ce groupe les synapsidés. Les pélicosauriens étaient des synapsidés et cela comprend Dimétrodon. C'est de cette lignée que sont issus les vaches, les chiens, les humains et autres mammifères évolués. Voici l'un de nos ancêtres dont la lignée s'est éteinte. C'est un synapsidé. Voici l'orbite qui abritait le globe oculaire et voici l'ouverture ici, caractéristique des synapsidés. C'est pour le dégagement des muscles de la mâchoire. Si on retourne le crâne, ce que je viens de dire devient un peu plus clair. Voilà où étaient attachés les muscles droit et gauche de la mâchoire. Coincé entre les 2 se trouvait le cerveau. Quand cet animal refermait la mâchoire inférieure, le cerveau aurait été comprimé s'il n'y avait pas eu de la place sur le côté du crâne pour que les muscles de la mâchoire puissent se replier. Cette famille des synapsidés a développé une mâchoire plus puissante et un cerveau plus important. Voici un crâne humain. Ce crâne indique clairement à quel groupe nous appartenons. Voici l'orbite et à l'arrière, une seule ouverture. L'état de synapsidé permet aux muscles de la mâchoire de se dégager sur le côté sans comprimer le cerveau. C'est ce qui nous permet d'avoir un cerveau particulièrement développé sans rien retirer à la puissance de la mâchoire. Un simple petit trou de plus dans le crâne et une telle conséquence, la montée des mammifères. Au cours de millions d'années, cette innovation conduisit les créatures qui en étaient dotées à développer des mécanismes sensoriels bien plus complexes, particulièrement en ce qui concernait l'ouïe. Cette nouvelle forme du crâne déclencha l'évolution de l'oreille interne, qui fut désormais constituée de 3 os, par opposition à celle du reptile, qui n'en comptait qu'un. Si l'on observe par exemple cette mâchoire de Dimétrodon, on remarque ici une petite saillie osseuse qui faisait partie du système auditif. Eh bien, cette saillie osseuse est un pas décisif vers l'origine des mammifères. Les mammifères d'aujourd'hui possèdent encore cette structure de 3 os. Une ouïe et un odorat plus développés firent de ces créatures de meilleurs chasseurs. Le monde devint soudain beaucoup plus dangereux. Rattraper une proie et l'attaquer demande vitesse et endurance.
Les reptiles mammaliens se sont donc adaptés pour survivre. Durant la période qui s'est écoulée entre Ophiacodon, il y a 340 millions d'années, et Dimétrodon, il y a 280 millions d'années, on assiste à une lente évolution au niveau des pattes. D'abord courte et placée de chaque côté de l'animal, elle s'allonge et se positionne sous le corps. Quand on arrive à Tyrannosaurus, le plus grand et le plus féroce carnivore terrestre, les reptiles ont clairement adopté une apparence de mammifères et certains scientifiques pensent qu'ils avaient le sang chaud. Ayant acquis une rapidité nouvelle, les reptiles mammaliens prennent possession des terres émergées. Aucun simple reptile ne saurait résister à cette nouvelle race de prédateurs sanguinaires. Pendant 50 millions d'années, ils ont dominé et terrorisé la planète. Au cours du Crétacé supérieur, les dinosaures achèvent leur épanouissement évolutif par la brève apparition des céraptosiens comme Pachycephalosaurus. Une sorte de collerette osseuse entourait sa tête. Elle servait à protéger le cou et les épaules. Chez Styracosaurus, cette collerette était tout entière bordée de piquants. Les plus grands céraptosiens pesaient plus de 8 tonnes et leur longueur dépassait 7 mètres. Peu d'animaux auraient pu survivre à la charge de ces brutes. La fonction de cet encombrant appendice est sujet à discussion. Il se peut qu'il ait été utilisé en guise de masse d'armes quand Pachycephalosaurus entrait en conflit avec un ennemi ou lorsqu'il se querellait avec un rival à propos d'une femelle. Longtemps avant lui, Dimétrodon s'est sans doute servi de sa voile dans le même but. Peut-être même pouvait-il en changer la couleur à volonté. Dimétrodon était une créature à sang froid. Ses proches descendants, les cératopsiens, qui portaient au-dessus de leur cerveau une masse osseuse de plus de 25 cm, pouvaient se livrer à de joyeuses collisions tête contre tête sans faire éclater leurs crânes respectifs. Leur métabolisme à sang chaud leur a donné un surcroît d'énergie pour de plus lointains déplacements, mais aussi pour affronter leurs rivaux à la saison des amours. Il paraît vraisemblable que les combats rituels avant l'accouplement ont évolué quand ces créatures ont eu le sang chaud. L'Istrosaure représente l'un des derniers spécimens. Le crâne est épais et pratiquement plat. Sans doute plusieurs millions d'années de collisions frontales ont-elles produit cette étrange créature à bec de tortue prolongeant une tête aplatie. Revenons à l'époque où les reptiles mammaliens continuent à prospérer. On a constaté qu'ils avaient franchi une étape importante en direction des futurs mammifères, mais soudainement et inexplicablement, les dinosaures prirent le pouvoir. Ce qui marque le début de la disparition des reptiles mammaliens. Le processus de leur lente évolution s'interrompit brutalement sans qu'on sache pourquoi. Au début du Trias, il y a 245 millions d'années, les reptiles mammaliens fortement diversifiés moururent en série. Plus ils avaient atteint des tailles importantes et plus ils semblaient vulnérables. Pendant ce temps-là, les premiers petits dinosaures prospéraient tout aussi mystérieusement. Les dinosaures commencèrent alors une longue conquête de notre planète. Bataille après bataille, ils poussèrent les reptiles mammaliens vers l'extinction. L'évolution du reptile Ophiacodon a donné naissance à Dimétrodon pour en arriver par étapes successives à Cynognathus. Pour survivre, les derniers reptiles mammaliens furent forcés de réduire leur taille progressivement jusqu'à atteindre celle d'une musaraigne, comme Trinaxidon. Ces créatures ont quand même joué un rôle considérable, car c'est d'elles que par la suite sont issus les mammifères. En attendant, ils durent s'adapter à une activité nocturne pour survivre discrètement dans un monde dominé par les dinosaures. Grâce à la technologie actuelle, nous en apprenons davantage sur ces petites créatures. Que faisaient-elles dans l'obscurité? Elles devenaient plus malignes, tout simplement. À l'aide de rayons laser, de rayons X et de scanners, Tim Rowe et son équipe sont en mesure de s'introduire à l'intérieur de leur tête. Ils découvrent comment l'intelligence des mammifères s'est développée. Rowe a étudié minutieusement le crâne d'une espèce de mammifère primitif, Trinaxidon.
Ce type de scanner utilise un rayon X qui peut découper ce spécimen en tranches comme s'il s'agissait d'une miche de pain. Nous le découpons en lamelles en partant du bas vers le haut. Et ce qu'on voit là, c'est une seule lamelle coupée dans le crâne. Elle a environ l'épaisseur d'une feuille de papier. Voilà la tranche suivante, un peu plus haut, et la suivante, un peu plus haut, un peu plus haut. Cette tranche-là montre la cavité en sombre et l'os, ainsi que les dents en clair. En faisant l'étude de cette façon, tranche par tranche, on peut observer de nombreux détails anatomiques. Et grâce à l'ordinateur, nous pouvons également l'animer. Cela permet de voir un passage qui part de la base du crâne pour atteindre le sommet. Et tout ça se fait automatiquement. On peut rendre visibles les détails extérieurs, les détails internes, en quelques secondes. Avec sa petite tête et son museau pointu, cet animal à l'aspect chétif était l'un des plus évolués. Il possédait une denture redoutable, capable de déchiqueter une proie. Il parcourait les forêts et s'attaquait à des animaux de sa taille, ou plus petits. Selon les critères de l'époque, son cerveau en faisait un petit génie, mais si on le compare aujourd'hui à un opossum, c'était un débile mental. Malgré la technologie de pointe dont on dispose actuellement lorsqu'on étudie l'évolution des mammifères, beaucoup de questions demeurent encore sans réponse. Les fossiles découverts à ce jour ne nous ont pas encore livré tous leurs secrets. C'est ainsi que nous ne pouvons pas dire exactement quand on est passé de l'œuf déposé par les reptiles à la naissance de petits biens vivants. Nous ignorons aussi quand la mère a développé des glandes mammaires pour allaiter les nouveau-nés. Beaucoup de ces mystères seraient résolus si on avait des échantillons de tissus musculaires des espèces éteintes. Malheureusement, la fossilisation n'a préservé que les os et les dents, rarement plus. Les synapsidés ont cédé la place aux mammifères primitifs. Avaient-ils déjà des poils à l'époque de Trinaxidon? Les opinions varient à ce sujet, mais Nicolas Houghton pense que oui. Il y a de grands trous à l'avant de son museau. Ces trous servaient de passage à des vaisseaux sanguins et à des nerfs. Ils étaient très probablement rattachés à des moustaches, c'est-à-dire un organe sensoriel. Mais les moustaches ne sont rien d'autre que des poils spécialisés. Donc, s'ils avaient des moustaches, il se peut qu'ils aient eu également des poils. Peut-être que Trinaxidon ressemblait davantage à un opossum que son crâne ne le laisse supposer. Moi, je pense qu'ils avaient le sang chaud et du poil. Mais les dernières images fournies par son scanner font penser à Tim Rowe que Trinaxidon avait peu ou pas du tout de poils. Cette partie du cerveau a pour tâche de répartir les poils sur notre corps. Dans le cerveau de Trinaxidon, cette fonction n'existait pas. Donc s'il avait des poils, cela n'avait rien à voir avec les mammifères actuels. Il en avait très peu, pas assez en tout cas, pour lui procurer une isolation thermique, comme telle est la fonction des poils chez les mammifères que nous connaissons. Sans doute, Trinaxidon n'avait-il pas non plus le sang chaud, comme nous l'entendons aujourd'hui. Au début de l'ère jurassique, qui a succédé au Trias il y a 210 millions d'années, l'un des tout premiers mammifères fut Morganucodon, qui avait à peu près la taille d'un écureuil. Pendant 145 millions d'années, les mammifères conservèrent leur petite taille. Ils restèrent petits jusqu'à la disparition mystérieuse des dinosaures il y a 65 millions d'années. Tous disparurent, l'herbivore comme le carnivore. Dès que les dinosaures eurent disparu, les mammifères s'empressèrent de sortir de leur obscurité pour s'emparer de toutes les niches écologiques valables et vacantes. Ils étaient en route pour dominer la planète. L'immense variété des mammifères modernes doit son héritage à l'évolution de Dimétrodon et des autres reptiles mammaliens. On peut pratiquement remonter à l'origine de la vie sur la Terre. Nous pouvons faire remonter notre arbre généalogique d'humains et de mammifères jusqu'à cette voile étrange dont nous vous avons raconté l'histoire.
état de synapsidé permet aux muscles de la mâchoire de se dégager sur le côté sans comprimer le cerveau. C'est ce qui nous permet d'avoir un cerveau particulièrement développé sans rien retirer à la puissance de la mâchoire. Un simple petit trou de plus dans le crâne et une telle conséquence, la montée des mammifères. Au cours de millions d'années, cette innovation conduisit les créatures qui en étaient dotées à développer des mécanismes sensoriels bien plus complexes, particulièrement en ce qui concernait l'ouïe. Cette nouvelle forme du crâne déclencha l'évolution de l'oreille interne, qui fut désormais constituée de 3 os, par opposition à celle du reptile, qui n'en comptait qu'un. Si l'on observe par exemple cette mâchoire de Dimétrodon, on remarque ici une petite saillie osseuse qui faisait partie du système auditif. Eh bien, cette saillie osseuse est un pas décisif vers l'origine des mammifères. Les mammifères d'aujourd'hui possèdent encore cette structure de 3 os. Une ouïe et un odorat plus développés firent de ces créatures de meilleurs chasseurs. Le monde devint soudain beaucoup plus dangereux. Rattraper une proie et l'attaquer demande vitesse et endurance. Les reptiles mammaliens se sont donc adaptés pour survivre. Durant la période qui s'est écoulée entre Ophiacodon, il y a 340 millions d'années, et Dimétrodon, il y a 280 millions d'années, on assiste à une lente évolution au niveau des pattes. D'abord courte et placée de chaque côté de l'animal, elle s'allonge et se positionne sous le corps. Quand on arrive à Tyrannosaurus, le plus grand et le plus féroce carnivore terrestre, les reptiles ont clairement adopté une apparence de mammifères et certains scientifiques pensent qu'ils avaient le sang chaud. Ayant acquis une rapidité nouvelle, les reptiles mammaliens prennent possession des terres émergées. Aucun simple reptile ne saurait résister à cette nouvelle race de prédateurs sanguinaires. Pendant 50 millions d'années, ils ont dominé et terrorisé la planète. Au cours du Crétacé supérieur, les dinosaures achèvent leur épanouissement évolutif par la brève apparition des céraptosiens comme Pachycephalosaurus. Une sorte de collerette osseuse entourait sa tête. Elle servait à protéger le cou et les épaules. Chez Styracosaurus, cette collerette était tout entière bordée de piquants. Les plus grands céraptosiens pesaient plus de 8 tonnes et leur longueur dépassait 7 mètres. Peu d'animaux auraient pu survivre à la charge de ces brutes. La fonction de cet encombrant appendice est sujet à discussion. Il se peut qu'il ait été utilisé en guise de masse d'armes quand Pachycephalosaurus entrait en conflit avec un ennemi ou lorsqu'il se querellait avec un rival à propos d'une femelle. Longtemps avant lui, Dimétrodon s'est sans doute servi de sa voile dans le même but, peut-être même pour d'avoir un cerveau particulièrement développé sans rien retirer à la puissance de la mâchoire. Un simple petit trou de plus dans le crâne et une telle conséquence, la montée des mammifères. Au cours de millions d'années, cette innovation conduisit les créatures qui en étaient dotées à développer des mécanismes sensoriels bien plus complexes, particulièrement en ce qui concernait l'ouïe. Cette nouvelle forme du crâne déclencha l'évolution de l'oreille interne, qui fut désormais constituée de 3 os, par opposition à celle du reptile, qui n'en comptait qu'un. Si l'on observe par exemple cette mâchoire de Dimétrodon, on remarque ici une petite saillie osseuse qui faisait partie du système auditif. Eh bien, cette saillie osseuse est un pas décisif vers l'origine des mammifères. Les mammifères d'aujourd'hui possèdent encore cette structure de 3 os. Une ouïe et un odorat plus développés firent de ces créatures de meilleurs chasseurs. Le monde devint soudain beaucoup plus dangereux. Rattraper une proie et l'attaquer demande vitesse et endurance. Les reptiles mammaliens se sont donc adaptés pour survivre. Durant la période qui s'est écoulée entre Ophiacodon, il y a 340 millions d'années, et Dimétrodon, il y a 280 millions d'années, on assiste à une lente évolution au niveau des pattes. D'abord courte et placée de chaque côté de l'animal, elle s'allonge et se positionne sous le corps. Quand on arrive à Tyrannosaurus, le plus grand et le plus féroce carnivore terrestre, les reptiles ont clairement adopté une apparence de mammifères et certains scientifiques pensent qu'ils avaient le sang chaud. Ayant acquis une rapidité nouvelle, les reptiles mammaliens prennent possession des terres émergées.
Aucun simple reptile ne saurait résister à cette nouvelle race de prédateurs sanguinaires. Pendant 50 millions d'années, ils ont dominé et terrorisé la planète. Au cours du Crétacé supérieur, les dinosaures achèvent leur épanouissement évolutif par la brève apparition des céraptosiens comme Pachycephalosaurus. Une sorte de collerette osseuse entourait sa tête. Elle servait à protéger le cou et les épaules. Chez Styracosaurus, cette collerette était tout entière bordée de piquants. Les plus grands céraptosiens pesaient plus de 8 tonnes et leur longueur dépassait 7 mètres. Peu d'animaux auraient pu survivre à la charge de ces brutes. La fonction de cet encombrant appendice est sujet à discussion. Il se peut qu'il ait été utilisé en guise de masse d'armes quand Pachycephalosaurus entrait en conflit avec un ennemi ou lorsqu'il se querellait avec un rival à propos d'une femelle. Longtemps avant lui, Dimétrodon s'est sans doute servi de sa voile dans le même but. Peut-être même pouvait-il en changer la couleur à volonté. Dimétrodon était une créature à sang-froid. Et on tombe sur ce magnifique fossile, je n'arrive pas à y croire. Morceau par morceau, ces découvertes permettent d'écrire une histoire qui nous affecte tous. Plus qu'un simple reptile, pas encore un dinosaure, Dimétrodon, à l'aspect monstrueux, est l'un de nos lointains ancêtres. Oui, l'histoire de Dimétrodon et de ses descendants est aussi notre histoire. C'est l'histoire de notre propre famille et nous sommes en mesure de la faire remonter très loin dans le temps. La plupart des gens pensent que l'histoire humaine débute il y a quelques millions d'années seulement. Ils la font partir du singe, mais en fait, nous pouvons la faire remonter à 300 millions d'années jusqu'à un animal comme Dimétrodon. Doté d'une mâchoire puissante aux dents aiguisées comme des rasoirs, ce prédateur sanguinaire a fini par atteindre 4 mètres de long et la taille d'un hippopotame. Avec l'innovation que constitue cette voile sur le dos, Dimétrodon et ses proches parents représentent une nouvelle espèce animale, plus évoluée, mais n'appartenant pas encore à la famille des mammifères. Ces reptiles mammaliens, comme on les a baptisés, étaient en quelque sorte les prototypes qui ont servi de modèle pour les mammifères et plus tard les primates. Cet ancêtre lointain représente la plus vieille photo dans notre album de famille. Il vivait il y a 280 millions d'années, dans la période du Permien. À cette époque, les animaux devaient lutter férocement pour survivre, ce qui requiert de posséder quelques avantages sur les autres. L'avantage de Dimétrodon était aussi évident que la voile sur son dos. La voile de Dimétrodon est tout à fait intéressante à étudier. Elle est constituée d'une série de longues épines osseuses qui soutiennent une grande voile partant du crâne. Aucun autre animal n'a jamais présenté un tel appendice. C'est la raison pour laquelle sa fonction est sujette à controverse. Et il y a deux théories généralement admises. La première, c'est que cette voile faisait fonction de radiateur. Elle leur permettait de réguler la température de leur corps. La deuxième est à caractère sexuel. L'énorme voile de Dimétrodon n'aurait-elle d'autre but que d'impressionner une petite amie? Nicolas Hutton ne le croit pas. Ici, à l'Institut Smithsonian de Washington, il étudie les reptiles mammaliens depuis des dizaines d'années. Il est persuadé que la voile servait à maintenir la température de leur corps à un niveau constant. Je pense que cette voile servait à la fois pour emmagasiner et évacuer la chaleur. L'effet radiateur permettait à l'animal de se réchauffer plus vite que ceux qui ne possédaient pas cet équipement. Si c'était un prédateur, il pouvait ainsi partir en quête de son déjeuner avant les autres. S'il était la proie, il mettait plus vite de la distance entre ses poursuivants et lui. Il arrivait aussi certainement qu'il fasse chaud. C'était un problème avec un animal de la taille de Dimétrodon. Il lui suffisait alors de se tourner pour que la voile soit parallèle aux rayons du soleil. La température excessive s'évacuait. Mais les mammifères comme nous possèdent une machinerie interne beaucoup plus complexe. Nous sommes capables de générer l'énergie nécessaire à notre corps, quelle que soit l'heure, parce que nous avons le sang chaud. Avoir le sang chaud, c'est comme chauffer votre maison en montant le thermostat au maximum, mais en laissant toutes les fenêtres ouvertes. Une grande partie de la chaleur s'envole par la fenêtre, mais il fait quand même bon dans la maison. L'avantage que cela présente, c'est qu'on est prêt à affronter n'importe quelle situation. S'il se met à faire froid ou à pleuvoir, si la nuit tombe ou si le temps est nuageux, aucun problème, vous avez emmagasiné tellement de chaleur que vous pouvez garder la température de votre corps à un niveau suffisant. Avoir le sang chaud constitue la meilleure façon d'être prêt à relever n'importe quel défi. Dimétrodon utilisait sa voile pour se réchauffer tôt le matin. L'opération demandait sans doute 2 heures aux reptiles de sa taille. Dimétrodon pouvait se mettre en mouvement en moitié moins de temps.
c'est-à-dire que pendant que les autres attendaient que leur sang se soit réchauffé, lui était déjà en chasse. Et à l'époque, comme maintenant, le monde appartenait aux gens se levant tôt. Des reptiliens, comme Ophiacodon, faisaient partie de ces victimes. C'était probablement le plus grand animal terrestre de l'époque carbonifère, il y a 300 millions d'années. Il atteignait 5 mètres et rampait sur le sol à l'aide d'embryons de pattes. Son nom de baptême, Ophiacodon, indique qu'il avait des dents de serpent incurvées vers l'arrière. Mais ni ses dents ni sa taille ne suffisaient à le protéger des mâchoires puissantes de Dimétrodon, animal bien plus évolué. Les reptiliens comme Ophiacodon et ses semblables ont donné naissance à 2 lignées de reptiles mammaliens portant une voile sur le dos. Edaphosaure, un herbivore dont l'espèce s'est éteinte, Dimétrodon, issu de l'autre lignée. Leur succès à régulariser la température de leur corps donnait à ces reptiles mammaliens un gros avantage. La lutte pour dominer la planète ne faisait que commencer. Dimétrodon peut être considéré comme le premier spécimen d'une longue lignée. Un seul type de dents garnissait la gueule des reptiles, mais ce n'est pas le cas de Dimétrodon, dont le nom signifie précisément 2 sortes de dents. C'est ce que nous ont appris les fossiles. Un point de ressemblance intéressant entre Dimétrodon et nous, c'est les dents. Il possédait des incisives, suivies par des canines prolongées elles-mêmes par des dents différentes qui avaient une autre fonction. Ce trait de ressemblance est plutôt rare dans le royaume animal. En fait, on le trouve dans un autre groupe seulement, les mammifères. Comme Dimétrodon, les mammifères ont une denture qui est composée de canines. La canine est plutôt petite, mais c'est quand même une canine. Et derrière les canines, la canine est plutôt petite, mais c'est quand même une canine. Et derrière les canines, des séries de dents de taille variée qui ont des fonctions différentes de celles des dents de devant. C'est ce trait qui nous relie à Dimétrodon. Quels que soient vos sentiments, il faut admettre qu'on choisit ses amis, mais pas sa famille. Avec l'apparition de dents spécialisées, Dimétrodon avait franchi un pas de plus en direction des mammifères. Il y a 360 millions d'années, avant Dimétrodon, les premières créatures rampèrent hors de l'océan et envahirent les terres marécageuses et luxuriantes qui le bordaient. Ces créatures primaires, munies de 4 pattes, les premiers amphibiens, se répandirent sur la Terre. Au cours d'une évolution sur 20 millions d'années, ils se diversifièrent, donnant naissance aux premiers reptiles. Mais ces reptiles-là atteignirent rapidement un point de bifurcation sur la rivière de l'évolution. Ils se divisèrent alors en 2 groupes. Et chacun de ces 2 groupes commença à lutter pour acquérir la suprématie. De génération en génération, au cours de millions d'années, chaque lignée améliora et perfectionna son anatomie. La seule différence entre eux était un simple trou dans la tête. Mais ce détail, qui pourrait apparaître banal, avait en fait une importance capitale. La plupart des premiers reptiles fondèrent la lignée des diapsidés, ce qui signifie qu'ils avaient 2 ouvertures à l'arrière du crâne. Au cours de millions d'années, l'évolution des diapsidés donna naissance aux dinosaures, aux lézards, aux crocodiles et à tous les reptiles modernes. Voici un crocodilien, famille des diapsidés. Et voici l'orbite où s'encastrait le globe oculaire. À l'arrière, on peut voir les 2 trous qui servaient de voie de dégagement aux muscles des mâchoires. C'était pour éviter qu'ils écrasent leur cerveau quand l'animal refermait la gueule. En même temps qu'il donnait une puissance accrue à la mâchoire, ce système permit à la lignée de développer un cerveau plus important en faisant du même coup des prédateurs plus intelligents. Mais Dimétrodon et ses cousins choisirent une autre voie. Pour une raison qui n'est pas franchement évidente, ces reptiles mammaliens ne développèrent qu'un seul trou à l'arrière de la boîte crânienne. On appelle ce groupe les synapsidés. Les pélicosauriens étaient des synapsidés et cela comprend Dimétrodon. C'est de cette lignée que sont issus les vaches, les chiens, les humains et autres mammifères évolués. Voici l'un de nos ancêtres dont la lignée s'est éteinte. C'est un synapsidé. Voici l'orbite qui abritait le globe oculaire et voici l'ouverture ici, caractéristique des synapsidés. C'est pour le dégagement des muscles de la mâchoire.
Si on retourne le crâne, ce que je viens de dire devient un peu plus clair. Voilà où étaient attachés les muscles droit et gauche de la mâchoire. Coincé entre les deux se trouvait le cerveau. Quand cet animal refermait la mâchoire inférieure, le cerveau aurait été comprimé s'il n'y avait pas eu de la place sur le côté du crâne pour que les muscles de la mâchoire puissent se replier. Cette famille des synapsidés a développé une mâchoire plus puissante et un cerveau plus important. À moins de 150 km au nord-ouest de Fort Worth s'étendent les lits rouges du Texas. Cette terre désolée dans le comté d'Archer City doit son nom au sol rouge et poussiéreux et à la chaleur d'enfer qui y règne souvent. À midi, le soleil torride de juin chauffe la terre à une température qui atteint 40 degrés. Serpents à sonnette, scorpions et toutes sortes de créatures venimeuses y ont établi leur domicile. Une mauvaise rencontre avec ce myriapode peut coûter la vie. Des créatures dangereuses peuplaient déjà cette vallée des millions d'années avant que les dinosaures ne l'investissent. Tim Rowe, paléontologue, étudie les créatures de cette période depuis 20 ans. Aujourd'hui, Rowe et son équipe bravent tous les dangers à la recherche d'indices qui les mettront sur la piste de l'animal préhistorique le plus féroce ayant habité cette vallée. Dimétrodon, un reptile qui portait une énorme voile sur le dos. À l'époque où Dimétrodon régnait sur les lits rouges du Texas, cette terre était fertile et humide. De nos jours, des restes de Dimétrodon parsèment ce paysage rocheux et nu. Le sol est tellement riche en fossiles ici qu'on en découvre de nouveaux après chaque orage. Si vous ne savez pas exactement ce que vous cherchez, vous pouvez passer à côté sans le voir. Mais Tim Rowe ne laisse pas échapper un os de Dimétrodon enfoui dans la poussière. Ce petit os, qui appartient à la colonne vertébrale de Dimétrodon, va conduire à une découverte plus importante, un squelette qui comprend encore une partie de la voile. C'est un spécimen magnifique, c'est presque un miracle d'arriver ici et de trouver quelque chose d'aussi extraordinaire en aussi peu de temps. Je n'avais encore jamais rien vu de pareil, je m'étais préparé à transpirer ici tout l'été et après quelques heures de fouilles à peine, on tombe sur ce magnifique fossile, je n'arrive pas à y croire. Morceau par morceau, ces découvertes permettent d'écrire une histoire qui nous affecte tous. Plus qu'un simple reptile, pas encore un dinosaure, Dimétrodon, à l'aspect monstrueux, est l'un de nos lointains ancêtres. Oui, l'histoire de Dimétrodon et de ses descendants est aussi notre histoire. C'est l'histoire de notre propre famille et nous sommes en mesure de la faire remonter très loin dans le temps. La plupart des gens pensent que l'histoire humaine débute il y a quelques millions d'années seulement.